Bonjour à tous pour cette troisième et dernière table ronde de la journée internationale du World Impact Summit, qui aurait dû se passer en présentiel, mais qui se fera donc en ligne actuellement en raison du contexte sanitaire. Je suis aujourd'hui aux côtés de Jorge Moron, qui sera le modérateur de cette table ronde, journaliste franco-argentin avec son site Frontiaroy et correspondant à la télé argentine. La thématique de cette table ronde est la conservation des forêts et la survie des peuples autochtones, qui sont des défis internationaux interdépendants. Pour parler de cette thématique-là, nous accueillons aujourd'hui Manuel Martí, qui est chercheur au think tank Prisma de Salvador, Tristan Lecomte, fondateur de Pure Project, et Samay Gualinga, qui est chargé de la communication de la communauté Sarayaku, une communauté équatorienne. Je vous laisse donc, Jorge, commencer cette table ronde. Merci beaucoup, Jean-Loup, et merci à nos trois intervenants qui sont présents aujourd'hui en ce moment et sur un sujet qui est extrêmement important parce que la situation, non seulement des peuples autochtones, mais aussi des forêts en Amérique latine, a pris une ampleur impressionnante, surtout ces dernières années. Et j'aimerais savoir, en fait, pour commencer, une question pour tous les trois, c'est savoir en fait de quelle façon, parce qu'il y a une lutte, il y a un engagement. Comment vous développez cette lutte, comment vous menez cette lutte en fait de votre côté pour justement assurer la survie non seulement de nos forêts, mais aussi des peuples qui sont propres de la région. Si Samay veut commencer, notamment. Euh, Bonjour à tout le monde. Nous, comme peuple autochtone de Sariakou, c'est une lutte de beaucoup d'années depuis qu'on est très petit, avec même nos anciens qui ont commencé la lutte. La lutte plus importante, c'est pouvoir déclarer nos droits, que tout le monde puisse savoir comment est notre vie, comment on vit de notre peuple. Qu'on fait aussi plusieurs déclarations qu'on donne de notre peuple même, que c'est une des plus grandes, c'est le Causac Sacha et le Summa Causai, que on écrit notre lutte pour que le monde puisse comprendre pourquoi on est en train de lutter aussi. Et il a beaucoup le gouvernement n'aide pas beaucoup non plus parce que c'est le bénéfice, eux, ils voient toujours à l'exploitation de toutes les manières possibles et ils ne veulent pas non plus respecter les droits des peuples autochtones. C'est le plus difficile aussi de pouvoir faire comprendre aux pays qui sont en train de se développer, de desarrollarse, qu'on dit en espagnol. C'est développé. Oui, oui d'une manière facile pour pouvoir obtenir beaucoup plus de ressources de le peuple autochtone, et c'est nous qu'on souffre de toutes ces conséquences. Mais le plus important aussi de savoir, c'est que Sariakou a lutté pour arriver à la Cour interaméricaine des droits de l'homme, et on a réussi à avoir une positive dans toute la lutte qu'on a eue pendant 10 ans de atropellamiento de derechos humanos qu'on a eu à Sariakou. On a gagné le cas Sariakou, que c'est de ne pas exploser et qu'on a le droit d'être consulté pour pouvoir avoir, s'ils veulent faire n'importe quel, s'ils veulent faire l'extractivisme, que ce soit de les arbres, du pétrole ou de la minerie. Je ne sais pas si je réussis vous dire toute la question, mais on pourra continuer à parler et dire comment Sariakou est en train de lutter. On va avoir le temps pour développer un petit peu plus parce que c'est extrêmement important votre lutte qui porte, je pense, depuis plusieurs années. Tristan Lecomte, en fait, je voulais savoir comment ça traduit justement en parlant des luttes, d'actions
depuis la création du Pur Projet. Oui. Déjà, je voulais dire que je suis très admiratif du combat du peuple Sarayaku et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt leur lutte judiciaire et leur succès, ce qui est très rare. En général, les peuples premiers sont souvent discriminés dans leur pays et ont des grandes difficultés à faire valoir leurs droits. Donc moi, je suis fondateur d'une entreprise à mission qui s'appelle Pur Projet et nous développons des projets agroforestiers, de reforestation et de conservation forestière dans 40 pays dans le monde et dans certains cas en partenariat avec des peuples natifs, des peuples premiers, en particulier au Brésil par exemple, au Pérou, au Guatemala, mais aussi en Thaïlande et dans d'autres pays, en Indonésie, en Papouasie. Et en Afrique. Et ce que l'on voit, donc nous, on est des développeurs de projets, on reçoit des fonds d'entreprises ou de donneurs de bailleurs de fonds, et on vient développer des collaborations locales, et on les écoute pour essayer de développer avec elles un projet qui réponde à leurs besoins et qu'elles vont elles-mêmes développer. Donc on a tout un travail d'écoute, et ce que l'on peut observer, c'est que partout sur Terre, pas uniquement en Amérique du Sud, comme vous l'avez exposé, madame, mais partout dans le monde, en fait, les peuples premiers, alors que c'était les premiers à être ici, sur cette terre, eh bien, ils ne sont pas reconnus, ils n'ont pas de papier d'identité. Moi, j'habite en Thaïlande ici, et par exemple, les peuples premiers qui habitent juste à côté de chez moi n'ont pas de papier. Ils viennent aussi beaucoup souvent de Birmanie, où ils sont discriminés. Donc, on retrouve toujours ces éléments qui font qu'il y a déjà des difficultés inhérentes à cette forme de racisme, en fait, et de discrimination qui fait que les gens qui étaient là les premiers n'ont toujours pas de papier d'identité ni de droit à la terre, et que quand ils le demandent, eh bien, les gens qui se sont installés après eux les regardent comme si c'était une demande complètement illégitime, alors qu'il n'y a pas plus légitime. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez révoltant, je trouve. Et le manque de place qui est fait pour ces personnes, à la fois légalement, mais aussi le manque d'écoute que l'on a vis-à-vis d'eux, parce que bien souvent, ces peuples qui sont là depuis toujours et qui ont toujours coexisté avec la forêt et avec le milieu naturel, ils le connaissent mieux que personne, et ils ont certaines règles, parfois qui ont une vraie utilité environnementale. La forêt sacrée, c'est souvent la zone humide où il y a toute la biodiversité, les marécages ou les pentes. Donc il y a tout un équilibre qui s'est créé au cours de milliers d'années entre ces populations et la nature, et nous on vient casser tout ça avec les mines, avec le pétrole, avec ce que vous avez décrit, madame. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi une autre question, c'est quelle est notre responsabilité à nous en tant que consommateurs? Parce que là, le titre de cette table ronde, c'est les peuples autochtones et la forêt, des éléments interdépendants, et comment, en effet, pour moi, il est essentiel de préserver les peuples premiers pour préserver la forêt, et aussi de préserver la forêt pour préserver les peuples premiers. Mais ils ne peuvent pas le faire tout seuls, parce que la menace qu'il y a sur eux et sur la forêt, elle vient de nous tous. En particulier de notre consommation de viande, de bœuf. 70% de la déforestation en Amazonie, c'est lié à la consommation de produits carnés, puisque 90% de la déforestation est liée à des causes agricoles, et ensuite 70% de ces terres sont destinées à l'alimentation animale. Et ensuite, après avoir fait des cultures agricoles, on va faire brouter des vaches. Donc, plus on mangera des hamburgers, et plus la forêt sera menacée, et plus les peuples premiers aussi seront menacés. C'est pas que ça, bien sûr, mais c'est un gros élément de la menace qui pèse sur eux. Et ça, c'est pas les peuples premiers qui peuvent s'en défendre et qui peuvent régler le problème. C'est nous, avec notre consommation. Donc, en mangeant beaucoup moins de viande et en mangeant beaucoup plus de noix, par exemple, ou tous les produits qui viennent des arbres, vous avez des protéines de meilleure qualité et vous encouragez la plantation d'arbres. Si vous mangez que des amandes, des noix, et en plus c'est excellent pour la santé, vous allez encourager, c'est pas que ça bien sûr, mais c'est un exemple. Donc il y a une responsabilité du consommateur. Et je finirai peut-être en disant que la meilleure manière d'ailleurs pour que nous consommateurs on change notre rapport à la consommation et notre rapport à la forêt, et qu'on réduise notre impact sur la forêt, c'est qu'on écoute les peuples premiers. Moi en tout cas personnellement j'ai toujours été frappé et touché dans le plus profond de mon être par la sagesse, les histoires
les mythes, les légendes, et on en a aussi en France. On n'avait pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète. On avait des druides chez nous en France, par exemple, qui avaient un rapport quasiment spirituel. Et c'est très important d'écouter ce témoignage, pas uniquement pour préserver la forêt, mais tout simplement pour nous préserver, nous, en tant qu'humains, pour retrouver notre identité. Il y a, je trouve, à la fois une grande tristesse parfois dans des communautés de peuples natifs parce qu'ils sont extrêmement discriminés, c'est dur, il y a de la pauvreté, mais il y a une beauté, il y a une poésie, il y a un rapport à la nature unique. Et je vais vous citer pour finir 2 phrases d'un Indien, Haru Kuntanawa, avec qui on collabore et qui, quand il est venu en France, a dit 2 choses qui m'ont vraiment marqué. La première chose, il a dit: c'est étonnant parce que vous, les Blancs, vous demandez toujours qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider, mais vous demandez jamais ce que nous, on peut faire pour vous aider. Et ça, je trouve ça très, très vrai. Cette forme finalement, de néocolonialisme qui est toujours un peu présent, de sentiment de supériorité, même chez nous, peut-être ONG ou autres, il y a toujours cette idée qu'on est quand même dans le progrès et que ces personnes sont dans le passé. Alors que qui est dans la barbarie, c'est clairement nous avec notre société qui est destructrice. Donc on a besoin de réécouter cette sagesse, donc réinverser les choses et pas dire on va expliquer au peuple premier ce qu'on doit faire, mais c'est plutôt eux qui vont nous expliquer ce qu'on doit faire. Et la deuxième chose qu'il disait, excusez-moi j'étais un peu long, c'est vous les Blancs vous pouvez aller sur la Lune, mais nous on peut aller beaucoup plus loin avec notre système de pensée ou avec certaines plantes, avec en particulier certaines plantes antéogènes et psychédéliques qui ont des vertus aussi curatives, etc. Et peut-être que ce dont on a tous besoin, c'est d'une bonne cure de produits antéogènes pour nettoyer un peu le mental, le physique, et se réaligner, se réconcilier avec la nature et avec nous-mêmes, et ça pour le bonheur de tous. Et la crise, comme on l'a vu aujourd'hui avec le Covid, je pense, nous remet peut-être en cause sur ces plans-là, et c'est une période donc très intéressante, et c'est un moment privilégié pour écouter à nouveau et toujours les peuples premiers qui peuvent nous aider à nous sauver. Voilà. Il y a effectivement plein de choses qui sont revenues à la question en ce moment, je pense. Merci Tristan. Et j'allais justement poser la question à Manuel Marty, savoir depuis la fondation dont il fait partie, quel est cette rôle, cette lutte, et quelles sont ces problématiques aussi sur lesquelles il travaille dans le sens justement de sauver les forêts et aussi le travail auprès des communautés. Alors déjà, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Merci au World Impact Summit pour l'invitation. Alors, nous, depuis la Fondation Prisma, on est un centre de recherche régional basé au Salvador, mais on travaille au niveau de la Mésoamérique et aussi un peu avec la République dominicaine sur plusieurs sujets. Mais voilà, on est un centre de recherche sur les questions de environnement et de développement. Et nous, on se centre sur l'accompagnement aux luttes, justement, que ce soit des peuples indigènes ou des paysans. Et du coup, pour répondre à la question de comment est-ce qu'on lutte pour la préservation des forêts et la défense des peuples autochtones, déjà, c'est rappeler constamment ce lien qu'ont déjà souligné les 2 invités précédemment, ce lien qui est essentiel c'est-à-dire rappeler constamment que la façon de protéger les forêts, c'est de garantir les droits des peuples qui y vivent. Et donc nous, depuis la Fondation, on mobilise des connaissances, que ce soit qu'on élabore nous-mêmes, qu'on fait de la recherche de première main, soit on aide à transmettre un savoir qui, des fois, depuis l'académie, reste dans l'académie, reste dans les universités, et a du mal, des fois, à sortir pour démontrer que la gestion des forêts par les communautés, par les peuples indigènes, elle est aussi efficace, voire plus efficace que la vision conservationniste classique des parcs naturels qui veulent sanctuariser la nature. C'est-à-dire on va mettre une clôture autour de la forêt et on va dire là, il n'y a plus aucun humain qui y rentre. Alors que la relation entre les humains et la forêt, voilà, elle est ancestrale et l'on peut voir dans des cartes où on superpose les peuples où ils ont des droits et où ils garantissent une gouvernance des forêts et la biodiversité qu'elles coïncident.
la protection de la biodiversité et la garantie des droits. Donc c'est quelque chose qui, dans les cercles convaincus, sont quelque chose d'acquis, mais qui a encore beaucoup de chemin à parcourir. Le GIEC, donc le groupe intergouvernemental sur les études du climat, n'a reconnu ce lien formellement que dans le dernier rapport, où on commence à mettre plus en lumière le rôle fondamental de ces populations. Et donc nous, on travaille en alliance, en collaboration directe avec une organisation qui s'appelle Américaine des Peuples, AMPB, pour les sigles en espagnol, Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Et donc, on aide sur tout l'agenda qui consiste à garantir la propriété collective et la défense des droits des peuples indigènes et des communautés forestières. Parce que c'est une alliance qui regroupe des peuples indigènes et des communautés qui ne sont pas forcément indigènes, mais qui sont des communautés forestières qui ont vécu depuis des centaines d'années dans les forêts, mais qui ne se définissent pas forcément comme indigènes. Donc, un deuxième axe qui est le financement climatique territorial, c'est-à-dire comment continuer à consolider les organisations légitimes des peuples pour que l'argent climatique arrive directement aux acteurs qui sont sur le terrain et qui défendent les forêts, qui mettent en place des systèmes de gouvernance territoriale. Un troisième axe qui est toujours de continuer à exiger le consentement préliminaire libre et informé pour tous les projets de développement qui se déroulent dans les territoires des peuples indigènes. Aussi un quatrième axe de la non-criminalisation des luttes. L'Amérique centrale se caractérise pour des pays extrêmement violents envers les luttes des peuples. Le cas emblématique de Berta Cáceres, qui est une leader indigène Lenca, qui a été assassinée au Honduras pour son opposition à un projet de développement d'un barrage, et nombreux autres cas qui soit aussi dans les afro-descendants, les Garífunas aujourd'hui au Honduras sont attaqués par des groupes criminels avec l'impunité, dans l'impunité. Et un cinquième axe qui est aussi de la reconnaissance des savoirs et pratiques ancestrales, que ce soit dans la gestion du feu, par exemple. Ça, on a vu dans une étude qu'on a peu... on allait voir aussi du côté des peuples indigènes de Californie, ou comment eux, ils géraient le feu, dans justement pour prévenir les grands feux, les énormes feux, comment est-ce qu'ils géraient traditionnellement l'usage du feu pour brûler le combustible et pour éviter qu'il s'accumule et que ça déclenche des feux plus grands, ou que ce soit d'autres pratiques qui peuvent être qui doivent être reconnues pour assurer cette conservation. Donc voilà en préliminaire ce que je pourrais dire. Merci Manuel, on va revenir dans un instant sur certaines de ces pratiques parce qu'en fait, il y a certains points qui sont effectivement liés et c'est la conservation, c'est une lutte, je pense, chacun à sa façon, à sa manière. Je voulais venir un instant sur Madame Walinga parce que dans ce travail de lutte, de militantisme, en fait, elle a choisi, ou en tout cas, la vie l'a amené à travailler sur les jeunes aussi. Les jeunes qui, c'est une partie c'est le futur aussi de l'humanité. C'est souvent, on voit aussi comme quelque chose de très difficile. Comment, j'aimerais savoir comment vous travaillez auprès des jeunes pour la prise de conscience qui souvent n'est pas évidente dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. À Sariakou, nous, on travaille. Les jeunes, ils ont toujours participé dans toute la lutte. Ça a été depuis des années. Quand on avait des conflits, tout ça, les jeunes toujours étaient là. Alors, ils apprennent depuis tout petit à comment avoir le changement entre terre et l'homme. Alors, c'est très important. Depuis tout petit, on les apprend à comment c'est la vie qu'on a dans notre peuple. Et aussi, l'éducation, on a une éducation biculturelle où les enfants apprennent l'éducation occidentale, qu'on dit nous à Sariakou, et l'éducation
propre, qu'elle est la nôtre. C'est une manière de pouvoir que les jeunes comprennent pourquoi on est en train de défendre et pourquoi on a notre culture et pourquoi on a notre identité et pourquoi on est un peuple autochtone. C'est le plus important que nous, on fait avec les jeunes. Aussi, on explique la vie qu'on a avec la nature, pourquoi c'est important la nature et pourquoi on la protège et pourquoi on ne la consomme pas. Le concept de la nature n'est pas ni plus haut, elle est ni plus bas que nous, ni plus haut que nous. On fait partie de la nature et on ne peut pas en profiter de cette nature parce qu'elle est à côté de nous. Sinon, on doit, oui, la nature nous donne à manger, la nature nous donne l'eau, les arbres, tout fait partie de tout l'environnement que nous on est. Mais il faut savoir aussi qu'on doit protéger cette nature parce que quand c'est fini, c'est fini. Et c'est comme ça que nous, après, c'est très important aussi savoir que on doit avoir un rythme de vie où tu apprends à. J'écoutais où le consommer, avoir mangé trop de viande ou manger trop. Ça commence à être un rythme de vie différent. À Sariakou, on a les règles. La règle principale, c'est la nature te donne la nourriture, mais tu protèges la nature parce que c'est elle qui est en train de te donner la nourriture. Pour ça, il a des programmes de conservation où tu as les casquirunas. Les casquirunas, c'est les gardes-bois ou les gardes forestiers. Alors, ils vont faire tout un programme de voir comment comment tu protèges le territoire, comment tu protèges les animaux. On regarde tout. Sariakou a le tapir, que c'est comme la vache, une vache sauvage, qu'elle est en extinction. Alors on doit la protéger. Et c'est une des règles principales que Sariakou a fait il y a 10 ans. On mange plus le tapir parce qu'on doit la conserver. Et plusieurs animaux comme ça aussi. Alors, c'est une manière aussi, et les jeunes apprennent peu à peu, et on s'intègre dedans de toute cette lutte pour pouvoir donner le message au monde aussi. Et le message aussi des jeunes, c'est que les autres jeunes des autres peuples, c'est pas seulement notre lutte, il y a beaucoup plus de peuples qui aussi sont en train de lutter de la même manière, et il y a des autres peuples qui sont beaucoup plus graves que Sariakou, ou des autres peuples qui connaissent pas non plus qu'est-ce que c'est avoir il a les peuples qui sont pas contactés, ils vivent beaucoup plus tranquilles que les peuples qui sont en train de lutter parce que c'est leur harmonie entre la nature et le ser humain. Nous, à Sariakou, on a un concept qui s'appelle le tiam. Le tiam, c'est un concept de changement de l'être humain à changer de plus le consumisme que parlait Tristan. C'est offrir, le tiam offre la renaissance du ser humain, de changer, de comprendre que maintenant, les montagnes, les rivières, les arbres, la terre, c'est un être vivant, comme nous. Et ils ont droit à pouvoir se défendre aussi. Alors, le tiam, c'est très important pour les peuples autochtones, pas seulement pour Sariakou. Et le Kaosaksacha, c'est la même chose. Le Kaosaksacha, il a partout. D'une autre manière, ça peut être un autre nom, mais le Kaosaksacha, c'est avoir le droit de la nature avec un concept, parce que lui aussi, ils n'ont pas de voix, mais c'est les peuples autochtones qui peuvent avoir la voix de défendre leur Kaosaksacha. Le Kaosaksacha, ça peut être
au pôle Nord, ou ça peut être en France, ça peut être en Afrique, en Asie. Chacun va avoir son Kausaksacha et que c'est le concept de la nature et le ser humain qui sont ensemble. Et que oui, les peuples aussi, ils ont besoin de développement d'une manière différente. On a besoin d'éducation, de santé, d'avoir les ressources basiques, ressources basiques de l'être humain que tout le monde a besoin, l'eau, la lumière. Mais ce développement doit être d'une façon que la nature, la Pachamama, soit respectée. On ne peut pas abuser de notre Pachamama. Oui, on a droit à le développement et on a droit à respecter la nature. Merci beaucoup, Madame Walinga. Je voulais justement venir parce qu'il y a beaucoup de points communs, je pense, avec ce qu'expliquait tout à l'heure Tristan dans les nombreuses tâches qui se développent autour du pur projet et le travail avec les communautés. Je parlais des jeunes parce que je pense que aujourd'hui, c'est une tranche en fait d'âge. En fait, c'est pas évident d'imaginer souvent des jeunes s'engager dans un objectif de communauté. Est-ce que vous travaillez aussi avec des jeunes et quels sont ces apprentissages éventuellement que vous que vous essayez de transmettre à chaque communauté pour prendre soin aussi de son propre environnement? C'est vrai que donc, lors de ma première intervention, je n'ai pas expliqué exactement ce que l'on faisait. Donc, on développe donc ces projets agroforestiers en partenariat avec des communautés. Certaines sont autochtones et d'autres non, parfois mixtes. La grande difficulté, c'est que les petits producteurs agricoles, partout dans le monde, c'est souvent une population vieillissante. Ils ont 50 à 60 ans et les jeunes, en général, ils rêvent d'aller en ville ou d'avoir accès à la consommation, d'avoir un téléphone. Et même dans les communautés, et peut-être même c'est encore plus dur dans les communautés parce que les communautés, parfois, elles sont très collectivistes. Et pour les jeunes, ils voient que dans la société, c'est très individualiste. Et donc, les jeunes de la ville, ils ont une mobilette, un téléphone, etc. Alors qu'eux, parfois, ils sont obligés de rester en collectif ou quand ils gagnent une ressource, de la partager. Donc, ça crée peut-être des difficultés dans la gouvernance de l'organisation et par rapport au projet. Donc, c'est vrai que nous, parfois, le mobiliser les jeunes, c'est compliqué parce que dans la zone, les jeunes sont déjà partis en ville ou veulent aller en ville ou veulent étudier et puis après aller travailler au supermarché plutôt que de rester à la campagne parce que s'ils commencent dans la campagne, ils vont devoir y rester toute leur vie. Donc, c'est un choix quand même. Enfin, ça peut être compliqué. Mais c'est plus ça, une problématique générale entre le côté rural et le côté urbain. Mais on a aussi beaucoup de jeunes qui sont vraiment super motivés et qui développent nos projets, soit en tant que techniciens. Je pense par exemple au Guatemala. Ces 3 jeunes qui avaient 20 ans, qui ont démarré le projet. Et aujourd'hui, ils ont planté tous les faits. On plante de l'agroforesterie là-bas avec des... Et ils ont planté plus de 500 000 arbres à 3 jeunes responsables de projets. Donc, c'est la preuve que aussi, là, il y a beaucoup de jeunes qui sont hyper dynamiques. Les jeunes, aujourd'hui, veulent s'engager, être entrepreneurs sociaux, monter des activités qui ont du sens. J'ai l'impression que la nouvelle génération des millénials, et après, ils veulent vraiment s'engager et avoir de l'impact. Donc, c'est une vraie chance. Et c'est une chance, du coup, pour les mobiliser pour des projets de ce type-là, soit de reforestation, soit de conservation. Et j'ai l'impression que de plus en plus, les jeunes ont envie d'être mobilisés là-dessus, en tout cas. Je vois que d'ailleurs, Manuel, vous vouliez réagir suite à l'intervention de Madame Walinga, non? Je suis parti. Vous souhaitez, Alors oui. Alors, je voulais réagir sur la question du développement et puis ensuite je vais parler vite fait des jeunes aussi. Je pense que un travail qui est très important à faire, c'est de redéfinir ces questions de développement et de vraiment centrer le discours aussi, parce que quand nous, on travaille sur ces questions de recherche et de communication, de dialogue, c'est pas juste faire de la recherche pour de la recherche, mais c'est aussi d'aider à construire de nouvelles narratives. Et vraiment baser le fait que les communautés forestières, les peuples indigènes,
sont maîtresses de leur propre développement. Elles sont capables de développer des projets de vie, des projets de développement basés sur d'autres valeurs et sur d'autres économies aussi que celles proposées par un système économique basé sur le marché, un système capitaliste qui est extractiviste et qui se base sur des grandes infrastructures, sur la mobilité de marchandises. Voilà, on voit qu'aujourd'hui, l'Amérique centrale, les élites projettent la région comme une plateforme logistique et commerciale avec voilà, le canal de Panama, mais d'autres projets d'interconnexion régionale qui sont des grands paris de développement qui vont à l'encontre des droits des peuples de beaucoup de peuples et qui vont à l'encontre de la conservation. Et on est vraiment dans un travail de questionner voilà, voilà, l'extractivisme de minerais, qu'est-ce que ça implique comme modèle de développement, quelles sont les autres voies de développement qui sont depuis voilà, la gestion soutenable des forêts. Voilà, au Panama, on a le peuple Gunayala qui a un système aussi de tourisme communautaire. Et on a d'autres formes d'économie indigène, locale. Et dans tout ça, les jeunes aussi je passe sur la question des jeunes, ils ont un rôle, c'est un défi. Parce que d'un côté, on a comme ce défi culturel d'un monde connecté aujourd'hui. Et on voit bien, justement, pour continuer à parler du cas des Gunayala, qui sont un peuple du Panama, avec il y a eu une route qui a été ouverte pour accéder à la mer. Et donc beaucoup de tourisme, ça a changé la culture. Beaucoup de jeunes qui se disent, bah voilà, moi j'ai envie de travailler dans le tourisme plutôt que dans l'agriculture, parce que moi je travaille aujourd'hui et dans la semaine on me paye mon salaire. Et le travail dans l'agriculture est beaucoup plus long, beaucoup plus dur. Et où les jeunes qui partent étudier à la ville, mais d'un autre côté, on a un mouvement aussi de ces mêmes jeunes Guna qui vont avoir des associations culturelles à Ciudad de Panama. Les leaders nous parlaient il y a récemment qu'il y a une vague de jeunes qui s'impliquent beaucoup plus dans les institutions. Ils ont créé le Congreso de la Juventud. Donc là-bas, c'est le Congreso General Guna, c'est l'autorité maximale. Et donc, ils ont créé un congrès spécifique des jeunes. Il y a toute une question de transmission de la culture aussi. Et on voit aussi l'hybridation avec les nouvelles technologies aussi, dans la question de la défense du territoire. Les jeunes s'impliquent aussi et on voit l'apparition d'usage de drones, par exemple, dans le contrôle territorial ou dans le contrôle des incendies. Voilà, donc les jeunes s'équipent, savent utiliser cette technologie et utiliser un drone pour continuer d'améliorer les techniques de contrôle du territoire. Et bon, pour revenir aussi un peu dans la question des défis, la jeunesse aussi, elle est très soumise à des pressions vers la migration. En Amérique centrale en particulier, il y a des communautés entières qui sont vidées de leurs jeunes, car voilà, il n'y a pas beaucoup d'opportunités et une grande migration vers les États-Unis. Et donc ça crée aussi des problèmes dans certaines communautés qui se retrouvent sans jeunes ou avec toutes les difficultés que ça implique. Je voulais juste venir sur une dernière question, en tout cas pour ma part, c'était aussi pour tous les trois. Je vous demande, Madame Gwalinga, aussi, dans le cadre de votre combat, les réponses. Parce que c'est pas évident d'avoir toujours des réponses, surtout dans un contexte de préservation, dans le contexte climatique, dans un contexte de survie de certains peuples. Dans votre expérience, en fait, quelles sont les réponses et
Et je pose la même question aussi à Manuel et à Tristan, en fait, sur les réponses que pour l'instant vous savez dans les rôles que vous menez, chacun dans sa place. Bon, j'ai pas vraiment bien compris la question. Les réponses envers comment on fait pour pouvoir combattre la lutte des peuples et de la conservation. C'est bon, une, je, je, une des plus importantes réponses que nous qu'on a, c'est le cas Sariaco qu'on a pu avoir avec la Cour. Le cas Sacha, que c'est une déclaration de Sariaco pour changer la vision de mode de vie et le concept de la Pachamama aussi. Aussi, une des réponses plus importantes aussi que moi je trouve que on pourrait, en parlant du développement même, euh, je, le plus important de savoir, c'est que les peuples autochtones ne veulent pas le développement typique de la ville où que c'est une grande maison, une grande voiture, avoir tout bien de luxe. Non, c'est pas ça. Le développement vraiment de peuples autochtones, c'est pouvoir avoir l'autonomie eux-mêmes, de savoir que. Mais le problème aussi, c'est que quand un peuple autochtone veut développer eux-mêmes leur éducation, leur culture, leur santé, les États, ils vont jamais aider, ils vont jamais mettre les mains pour pouvoir que les peuples puissent faire leur peuple autonomie financière, autonomie, autonomie gouvernementale. C'est très important de savoir que le développement aussi doit être dans notre propre culture et dans notre peuple, dans notre savoir et dans notre valeur aussi. Et ça, c'est cette lutte qui fait que tous les peuples autochtones luttent contre le monde pour pouvoir avoir le droit de pouvoir se développer à leur manière, pas à la manière que tout le monde que tous les gouvernements imposent. Et une des trucs plus durs que ça peut avoir, c'est le consumisme arrive partout, pas seulement dans les villes, aussi dans les peuples. Et c'est difficile. Même dans ce moment même, ici, on doit avoir un GSM ou un ordinateur pour pouvoir faire toutes les conférences, pour pouvoir nous faire entendre, pour qu'ils nous écoutent. Si on n'a pas ça, comment on fait écouter au monde qu'on a vraiment besoin de pouvoir nous-mêmes nous faire entendre? Alors, comme je dis ici, le consumisme arrive. Un des problèmes plus graves que maintenant en train de passer, que c'est à part du coronavirus, c'est l'extraction et la tale de le bois de balsa. Et le bois de balsa, ça sert pour faire les éoliennes qui viennent dans l'Europe et dans la Chine. Ça n'a pas de logique. Alors, tous les peuples maintenant, comme ils commencent à voir qu'il a des ressources économiques avec la vente du balsa, ils sont en train d'exterminer le bois de balsa dans presque tout l'Amazonie du Sud. Et c'est compliqué. Pourquoi on a les fleuves commencent à déborder? Sariaco, en mars, a souffert le débordement plus grand de l'histoire. Parce qu'on n'a plus de balsa, parce que le balsa, c'est un arbre qui absorbe toute l'eau de la pluie, même des rivières. Si tu n'as plus ces arbres qui absorbent de l'eau, le fleuve va déborder. Et c'est un des plus grandes conséquences qu'il y a maintenant dans le changement climatique dans les peuples autochtones. Alors, les questions à se faire pour pouvoir changer, c'est vraiment respecter les droits des peuples autochtones et laisser, comme
Tristan avait dit, toujours ils viennent nous dire, tout le monde vient, les ONG, les étrangers qui veulent aider les peuples autochtones, ils viennent et dire, oui, comment on vous aide, qu'est-ce que vous voulez, on fait ça. Non, mais comme vous avez dit, ils viennent jamais dire comment est-ce que vous pouvez faire pour changer. Oui, cette question, c'est très important de savoir parce que c'est les peuples autochtones, on existe parce qu'on a lutté pendant des années pour exister. Et c'est cette façon de demander comment c'est notre plan de vie pour pouvoir continuer à être là. Parce que les peuples autochtones, les gens sont très... En Équateur et dans le monde entier, le racisme est très fort aussi. Ils pensent parce que nous, on peut être minorité et eux plus, mais c'est pas comme ça. Nous, on a une culture, il y a une identité qu'on peut dire qu'on existe. Alors, on doit vraiment se faire la question de comment on peut demander de l'aide à les peuples autochtones pour revenir à une vie normale et à plus avoir ce changement climatique parce que dans quelques années, on va pas être là, mais ce sera notre génération qui va commencer à souffrir ce que nous, on est en train de lutter parce que personne nous écoute. Merci, Madame Walinga. Et Tristan, pour venir à la question sur les réponses, vous avez retenu des réponses de ces actions que vous menez avec votre projet? Déjà, je suis très touché par ce qui vient d'être dit. Je trouve que c'est très... Bah, ça résonne beaucoup pour nous. Et j'espère pour beaucoup d'autres personnes d'ailleurs. Nous, en général, la réception des communautés par rapport à nos projets, elle est très positive puisque on vient proposer un projet qu'eux-mêmes déterminent par eux-mêmes et qu'ils vont dessiner par eux-mêmes et qu'ils vont développer par eux-mêmes. D'ailleurs, ça ne pourrait pas marcher autrement. Aujourd'hui, on a plus de 150 projets dans 40 pays, donc on ne pourrait pas les gérer par en haut ou par nous-mêmes. C'est toujours les communautés qui gèrent les projets par eux-mêmes. Et donc la réceptivité est forte. Il y a souvent une période de doute et de test, parce que parfois ils ont été trompés, parfois les projets justement étaient un peu dirigés par le haut, ou finalement il n'y avait rien derrière. Il y a beaucoup de gens qui viennent les solliciter pour faire des projets parfois qui ne sont pas vraiment des projets. Donc il y a une période, mais c'est normal et c'est tout à fait logique, il y a une période d'apprentissage mutuel. Mais en général, la réceptivité des communautés pour nos projets est très forte parce qu'on vient apporter juste des moyens techniques et financiers pour leur permettre de régénérer leur écosystème avec les arbres qui étaient là précédemment, les plantes qui étaient là précédemment, suivant des modes de culture bio, ou en tout cas issus de la permaculture, et issus aussi des techniques historiques de production. Donc l'agroforesterie, par exemple, c'est la manière dont on cultivait tous auparavant. Si vous allez au musée du Louvre ou au musée vous verrez que toutes les peintures, c'est de l'agroforesterie, c'est du bocage, etc. Donc on n'a rien inventé, on revisite en fait des techniques anciennes, ce rapport plus équilibré entre l'agriculture et la nature. Et donc la réceptivité, et je dirais même le leadership des communautés est très fort pour s'engager dans ces projets et les développer. Après, les communautés autochtones, en général, ont tellement d'enjeux auxquels ils sont confrontés, des enjeux politiques, économiques, environnementaux, sociaux, médicaux, que c'est très dur pour eux, avec très peu de personnes qui sont professionnels du secteur, de répondre à tous les enjeux et de développer tous ces projets à grande échelle. Donc c'est un vrai défi pour eux, parce que c'est une lutte à tous les niveaux et c'est très très compliqué pour eux, à mon avis, de relever tous ces défis. Mais en tout cas, dans le domaine environnemental, les projets qu'on développe avec eux sont des succès à une toute petite échelle, hein, c'est une goutte d'eau. Nous, on a planté en 10 ans 17 millions d'arbres avec tous nos partenaires, mais chaque jour, 10 millions d'arbres sont coupés. Donc vous voyez, on a planté en 10 ans ce qui est coupé en 2 jours. C'est pour donner l'ampleur de la tâche et c'est un peu, je pense, ce que vous décriviez sur le bois de balsa, et ça fait mal au cœur quand on entend des histoires comme ça, hein, mais pourtant c'est ce qu'on fait et on est tous un peu prédateurs aussi. Moi, c'est ça que
j'ai envie de dire, parce que c'est facile de dire, ah oui, la grosse boîte là-bas, elle a fait le sale boulot, la boîte pétrolière ou chimique ou autre, mais finalement, c'est quand même nous qui consommons ces produits. Donc c'est aussi le consommateur qui a une grosse responsabilité là-dedans, sans vouloir culpabiliser tout le monde, mais chacun de nous, en fait, qu'on prenne conscience que c'est notre responsabilité aussi et que c'est pas juste, allez-y, les peuples autochtones, battez-vous pour la forêt, mais que nous aussi, on doit être solidaires et se battre avec eux. Manuel Marty, oui, Jean-Loup, je vois que vous voulez Oui, ajouter je quelque chose. tenais juste à préciser que comme la table ronde va bientôt toucher à sa fin, je pense qu'il serait important de conclure. Si chacun a un mot, commencer par Monsieur Manuel Marty, pour finir sur cet échange, déjà que je vous remercie d'avoir pris le temps de faire. Donc si Monsieur Marty, vous souhaitiez conclure sur votre intervention. Oui, du coup, sur la réponse, déjà, nous la région de la Mésoamérique comprend énormément de. En fait, c'est une des régions où il y a la plus grande taux de reconnaissance des droits. Il y a 65% des, des forêts qui sont reconnues aux peuples indigènes et aux communautés forestières. Et dans cette région, on a toute une diversité de situations des plus exitosas, des plus réussies, aussi à des cas où il y a eu une reconnaissance, il n'y a pas eu le travail politique d'accompagnement et de garantir les droits, parce que c'est bien beau d'avoir des droits formels, mais si derrière il n'y a pas un État qui les respecte et qui les garantit, on se retrouve dans des situations où les peuples indigènes se retrouvent seuls face à des atteintes à leurs droits constants. Et, et ça me met en lien avec voilà, tout le travail aussi qu'il faut faire dans la situation actuelle d'une recrudescence des atteintes, de la criminalisation et un accompagnement permanent voilà, à ces peuples qui sont en première ligne et qui mettent leur corps. En fait, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est vraiment des gens qui protègent leur territoire au péril de leur vie. Et donc, la région a toute cette diversité et nous, depuis Prisma, on a un programme d'échange. On a déjà commencé des échanges très soutenus avec la Colombie. Donc, des programmes d'échange. Il y a aussi des gens du Brésil et du Pérou qui sont venus au Guatemala, au Mexique pour connaître des systèmes d'entreprises forestières communautaires, que ce soit au Quintana Roo, au Mexique ou à Oaxaca, où il y a des systèmes très de succès de ces entreprises, ou le nord du Petén avec donc la Reserva de la Biosfera Maya avec les communautés forestières du Petén. Et donc il y a là, je pense que c'est continuer ces échanges et à consolider ces pratiques. Et une autre voie qu'il y a dans les réponses ou les solutions, c'est de continuer à insister sur le rôle par rapport au changement climatique. Aujourd'hui, en Amérique centrale, les NDC, qui sont les engagements des pays dans l'accord de Paris sur le changement climatique, ces NDC n'incluent quasiment pas la question des forêts, et encore moins les droits des peuples indigènes. Et donc, on s'oriente plutôt sur des modèles où on va continuer qui sont centrés sur la matrice énergétique, qui est quelque chose d'important qu'il faut questionner et qu'il faut modifier, mais qui peut avoir des effets pervers avec la construction de plus de barrages qui ont aussi des impacts sur les territoires, ou comme a été mentionné précédemment, la question des éoliennes n'est pas dépourvue de contradictions. Voilà. Donc, continuer à insister sur le fait que depuis la forêt, il y a un énorme potentiel de mitigation et aussi d'adaptation, parce que un territoire déforesté est beaucoup plus vulnérable au changement climatique, et des populations qui ont perdu leur base de leur mode de vie
sont aussi plus enclines à la migration, à une agriculture non soutenable, à s'engager, voilà, la canne à sucre, par exemple, continue d'avancer par des systèmes de, de loyer où les gens s'engagent à produire ça parce que c'est quelque chose qui est plus rentable à court terme, mais qui écologiquement a des grands impacts. Donc, continuer à insister sur ces questions-là. Et, Je m'excuse, Et- mais le temps Oui. nous file entre les doigts. Est-ce que Monsieur Lecomte, vous pourriez, vous, de votre côté, complémenter ce que dit Monsieur Marty, ou du moins conclure, vous, de votre côté? Finir sur une note d'espoir peut-être. Et pour moi, le peuple Sarayaku, et j'ai beaucoup suivi, je suis pas impliqué professionnellement, mais j'ai beaucoup suivi dans les journaux le procès qu'ils avaient. Je crois que c'était avec une entreprise pétrolière américaine, c'est ça. Et j'y croyais pas quand j'ai vu que vous aviez gagné. Après, j'ai vu qu'ils voulaient faire appel, mais finalement, vous avez regagné. Enfin, il y a eu une série de rebondissements. Mais pour moi, c'est un signe d'espoir et du fait que, malgré en effet le fait que tout le système va à l'encontre de ces peuples, et ben on peut quand même gagner et on peut, en particulier si on les soutient, et on peut les soutenir de différentes manières, et bien peut-être les aider à faire peser plus de leur voix et du coup défendre leurs intérêts qui sont nos intérêts. Hein. Quand Raoni défend la forêt au Brésil, il le fait au nom de l'humanité et pas uniquement au nom des Brésiliens ou de son peuple. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que, enfin, en tout cas pour moi, les peuples autochtones, ils sont là pour la défense de leur territoire, mais surtout de l'humanité et de ce rapport équilibré de l'homme à la nature. Ils sont le dernier témoignage d'un rapport équilibré de l'homme à la nature. Donc c'est aussi quelque chose de positif et il faut les encourager, les soutenir et voilà, si c'est possible. Merci beaucoup. Et donc vous, pour terminer, Samaï, un mot pour conclure et pour faire suite à l'intervention de Monsieur Lecomte. Bon, c'est aussi un peu pour donner conscience à l'humanité, pour le monde. Il faut savoir que le changement climatique, ça va pas se résoudre si on ne cherche pas des solutions. Euh, le monde entier doit faire un chemin long de résistance et de lutte pacifique pour pouvoir avoir une perspective différente. On doit aussi savoir que comme j'avais expliqué, qu'est-ce que c'était le TIAM en changement de nous-mêmes comme humains. C'est aussi un pansement philosophique qui fait que qu'on doit avoir l'union du monde entier pour pouvoir lutter contre le changement climatique, de la manière on vit et de la manière comment on pense aussi de la nature. Aussi, c'est participer dans une minga, que la minga, c'est le travail communautaire, que c'est de tous, de le monde entier pour pouvoir lutter contre le changement climatique et nos pensées du consumisme et de voir la nature comme un objet d'extraction. Sinon, de voir la nature comme un mode de vie et que du Kausak Sacha, que c'est la forêt vivante. De savoir que la Pachamama, que c'est la nature, a de la vie et que c'est pas seulement des arbres, sinon qu'on a tout. Du plus petit au plus grand, c'est le Kausak Sacha et il a des droits aussi à voir et à être écouté et pouvoir défendre la génération qui va venir après nous. C'est le message que je peux donner au monde aussi et qu'on soit unis et dans une minga de travail de pouvoir être le planète entier et de lutter. Merci énormément, merci beaucoup à vous tous pour votre intervention, d'avoir fait l'effort de prendre votre temps et surtout de faire cette intervention en français, qui était un grand merci à vous encore une fois pour clôturer cette troisième et dernière table ronde de la demi-journée internationale. Je vais arrêter l'enregistrement ici et je vous remercie de nouveau pour votre temps, votre implication et pour le message qui a été passé. Merci. Et bravo pour vos combats. D'accord. Merci, oui, bravo à vous. Au revoir. Merci, au revoir.